Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui, comme prévu, vous proposer une réflexion sur la situation de l'argument par analogie dans la problématique argumentative. Je vais m'appuyer sur un dictionnaire récent qui date donc de 2016, qui a été publié aux éditions de l'École normale supérieure de Lyon et qu'on doit à Christian Plantin, donc un dictionnaire de référence pour ceux d'entre vous qui ont des travaux de recherche en rapport avec l'argumentation. Donc ce sera un peu notre fil directeur, pas le seul, mais le fil directeur principal pour cette réflexion. Je vais être amené donc à vous parler de l'argumentation en général et à l'intérieur de la problématique générale de l'argumentation, je vais essayer de situer la question de l'argument par analogie, tout au moins la façon dont cet argument est traité par Plantin. Et ensuite, je vous indiquerai pour ma part comment je vois les choses. Alors, je voudrais auparavant revenir sur ce dont il a été question la semaine dernière, et je me suis dit que c'était utile tout de même de faire une petite synthèse de l'ensemble de ce qui a été dit pendant les 2 heures, et donc je vais vous proposer une synthèse que j'ai en fait rédigée pour gagner du temps. Alors, nous avons discuté la semaine dernière d'une analogie utilisée par certains militants de la cause antispéciste, analogie qui repose sur la mise en évidence de similarités entre les abattoirs et les camps d'extermination et qui se formule au moyen de l'expression holocauste animal ou encore génocide animal. Cette réflexion a été suscitée par un événement récent, la démission d'un conseiller national suisse, Jonas Fricker, à la suite de propos tenus lors d'un débat au Conseil national sur l'initiative pour des aliments équitables, qui établissait une similarité entre le transport des porcs et les trains de la déportation des Juifs vers le camp d'Auschwitz. Il a déclaré, et je le cite d'après le journal Le Temps du 28 septembre dernier, « Vous connaissez les images et les documentaires qui montrent les choquantes conditions dans lesquelles les animaux sont transportés en masse vers la mort. Ces images de porcs m'ont rappelé celles des déportations en masse vers Auschwitz dans le film La liste de Schindler. Je n'y peux rien, cela s'est simplement passé. Les gens qui étaient déportés là-bas avaient au moins une chance de survivre. Les cochons, eux, sont conduits irrémédiablement à la mort. » Fin de citation. Alors, les membres de son parti politique, les Verts, ont très rapidement réagi en se désolidarisant de ses propos. Jonas Fricker s'est ensuite excusé pour, je le cite de nouveau, cette comparaison blessante et inappropriée, et il a invoqué sa naïveté comme raison ultime de ses propos. Cette anecdote de la vie politique suisse nous a conduit, dans le cadre donc de notre étude du rôle de l'analogie dans les phénomènes langagiers, à examiner de plus près ce type de procédé et à constater que l'argument par analogie de l'holocauste animal est couramment employé, voire explicitement revendiqué, dans certains discours antispécistes. Notre question était donc la suivante: compte tenu des finalités supposées des discours où il prend place, cet argument est-il recevable ? Tout d'abord, exposons ces finalités qui semblent assez évidentes, tout au moins pour celles qui sont les plus explicites. Il y a tout d'abord un objectif global, la défense de la thèse antispéciste, thèse consistant à récuser une différence fondamentale entre les animaux humains et les animaux non humains, au motif que ces deux types d'êtres appartiennent à l'espèce animale, et par conséquent à refuser aux humains le droit d'exploiter à leur guise les animaux non humains. D'autres objectifs sont plus spécifiques. Exiger que les conditions d'abattage des animaux soient moins brutales ou cruelles, agir pour faire en sorte que les êtres humains cessent de se nourrir de viande d'animaux, ou plus largement cessent de tuer les animaux pour les exploiter de quelque manière que ce soit. L'analogie de l'holocauste animal, je l'ai déjà rappelé, est très courante dans les milieux antispécistes et nous en avons examiné un exemple la semaine dernière à partir de propos tenus par la coprésidente et porte-parole de l'association 269 Life, Tiffaine Lagarde,
invité de l'émission C'est politique sur la chaîne de télévision France 5 le 10 septembre dernier, qui déclarait, je cite, « Je n'ai pas de problème à dire que ce qui arrive aux animaux, c'est un génocide, c'est un holocauste. Holocauste, ça veut dire simplement un massacre qui est commis en vertu d'une idéologie. Je suis désolé, mais le spécisme, c'est bien ça. On massacre bien des animaux en vertu d'une idéologie qui nous fait croire que nous sommes supérieurs et que nous pouvons les exploiter. » Je rappelle que la conception de l'analogie qui sert de fil directeur à notre réflexion est fondée sur une différence conceptuelle entre similarité et analogie. La similarité entre deux entités ou deux structures se définit par l'existence de propriétés communes entre ces entités ou ces structures, attributs communs ou relations communes. Mais la similarité implique aussi l'existence de différences, sans lesquelles la relation entre ces entités ou structures deviendrait une relation d'identité. L'analogie, elle, est un processus d'identification fondé sur des similarités. Autrement dit, un processus par lequel les différences constitutives de la similarité sont considérées, selon un certain point de vue, comme secondaires par rapport aux propriétés communes. Le premier problème à signaler relève donc, dans cette affaire de l'Holocauste animal, de la confusion entre le débat qui porte sur les conditions de la similarité et celui qui porte sur la légitimité de l'analogie. Dans le cas des abattoirs et des camps d'extermination, les propriétés communes sont évidentes, on les a vues la semaine dernière, et ne posent à mon avis pas de problème éthique au plan discursif. Ces propriétés communes qui fondent la similarité entre les abattoirs et les camps d'extermination sont notamment le fait qu'il y ait mise à mort d'êtres vivants, le mode de transport, la dimension industrielle de la mise à mort. Il y a donc bien une similarité, disons pour simplifier, objective entre deux réalités, et c'est probablement cela d'ailleurs qui justifie l'impression qu'on peut ressentir d'une sorte de proximité entre le transport de porc vers un abattoir vu dans un documentaire et celui des Juifs vers Auschwitz tel qu'il est montré dans un film de fiction, comme le disait Jonas Pricker dans sa grande naïveté. Mais, comme je l'ai rappelé, la similitude suppose également des différences. Dans un cas, il s'agit d'êtres humains, dans l'autre, d'animaux non humains. Dans un cas, l'objectif est celui de l'extermination d'un peuple, dans l'autre, de se procurer une nourriture, ou de procurer une nourriture. Or, l'analogie qui implique l'usage de l'expression holocauste animal suppose d'élaborer un point de vue à partir duquel ces différences seraient négligeables par rapport aux similarités. Il est donc impératif de ne pas confondre ces deux plans de l'analogie et de la similarité. Vous conviendrez qu'on peut parfaitement accepter qu'il existe des similarités entre les abattoirs et les camps d'extermination, mais en même temps refuser l'analogie, précisément parce que les différences entre les deux situations sont trop cruciales pour pouvoir être supplantées par leurs propriétés communes. Le premier piège de cette analogie de l'Holocauste animal est donc d'entretenir une confusion entre le plan de la similarité et celui de l'analogie, autrement dit de vous conduire à accepter l'analogie parce que vous admettez la similarité. Nous avons par ailleurs observé certaines des stratégies visant à renforcer l'adhésion à cette analogie. D'une part, l'argument d'autorité. Tiphaine Lagarde, comme tous ceux qui se plaisent à diffuser l'expression holocauste animal, s'appuie sur des garanties issues d'intellectuels juifs ayant eu une relation directe ou indirecte avec le judéocide de la Seconde Guerre mondiale et qui revendiquent également la pertinence de cette expression. Alors, on a vu deux noms reviennent systématiquement, Isaac Singer et Charles Patterson. Mais, je l'ai dit la semaine dernière, il ne s'agit de rien d'autre que d'un argument d'autorité, qui, dans notre cas, constitue une généralisation abusive. Il y a des cas où l'argument d'autorité peut être valide, mais en l'occurrence ici, ça n'est absolument pas le cas. L'avis de quelques intellectuels juifs, aussi réputés soient-ils, ne reflète en aucun cas le sentiment général, ni même celui de la communauté juive. En témoigne par exemple le fait que la condamnation par la justice allemande de l'association PETA pour sa campagne intitulée « L'Holocauste dans votre assiette » a été publiquement saluée par le président du Conseil central des Juifs d'Allemagne. Nous avons également relevé une autre stratégie qui repose sur une redéfinition du mot holocauste et traduit une évidente duplicité dans le discours. Tiphaine Lagarde
définit l'Holocauste comme, je la cite, un massacre commis en vertu d'une idéologie. Cette définition est bien entendu fantaisiste, hein, il suffit, comme nous l'avons fait, de s'en assurer au moyen de dictionnaires fiables, mais elle vise à introduire une distinction artificielle entre deux sens du mot Holocauste. Le sens du génocide de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'elle appelle l'Holocauste avec un grand H, et un sens plus général, inventé par Tiphaine Lagarde, l'Holocauste avec un petit h, donc, massacre commis en vertu d'une idéologie. La duplicité consiste ici à faire admettre le second sens pour faire passer le premier, à justifier artificieusement l'emploi du mot Holocauste dans une signification qui n'existe pas, pour faire entendre Holocauste au sens où chacun l'entend naturellement, au moins en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire au sens de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je précise bien en Europe et aux États-Unis, puisque nous avons vu la semaine dernière qu'il existait des nuances dans d'autres contextes culturels où, par exemple, l'idée de sacrifice apparaît au premier plan dans le mot Holocauste. Finalement, la manipulation à l'œuvre dans cette analogie de l'Holocauste animal est patente. Il est bien évident que certains de ses promoteurs la voient comme un simple outil de propagande visant à susciter une répulsion à l'égard de l'abattage des animaux. Mais même dans cet objectif, on peut se demander si l'analogie est efficace. Alors, pour ma part, j'en doute sérieusement, pour plusieurs raisons. D'une part, elle utilise des procédés qui s'apparentent à ce qu'on appelle parfois aujourd'hui la post-vérité. Vous savez, qui, selon la définition maintenant célèbre du dictionnaire d'Oxford, qui en avait fait son mot de l'année en 2016, renvoie aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur la formation de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Et il s'agit bien ici de faire appel aux émotions en éludant l'objectivité de la signification des propos tenus. Et je ne crois pas que cette stratégie, qui est typiquement trumpienne de la post-vérité, soit souhaitée par la majorité des antispécistes. D'autre part, ce type de rhétorique, je l'ai dit aussi la semaine dernière, présente un caractère si évidemment polémique qu'il semble appartenir à une époque révolue. La circulation sur les réseaux sociaux d'images révélant ce qui se produit effectivement dans certains abattoirs me semble à cet égard plus efficace. Mais bon, au fond, il s'agit là d'une simple opinion de ma part. Enfin, plus gravement, je crois, cette analogie me semble vraiment contre-productive à l'égard de l'un de ses objectifs, celui de l'adhésion aux thèses antispécistes. En effet, on l'a vu, l'acceptation de l'analogie Holocauste animal suppose que les différences entre les abattoirs et les camps d'extermination puissent être, selon un certain point de vue, considérées comme secondaires par rapport aux ressemblances. Or, parmi ces différences, la première réside, on l'a vu, dans le fait que l'on tue des animaux dans les abattoirs, mais des hommes dans les camps d'extermination. Or, cette différence, c'est précisément celle que combat l'antispécisme. Par conséquent, une lecture de cet argument par analogie apparaît. Une lecture qui consiste à dire « vous n'êtes pas véritablement antispéciste si vous n'acceptez pas cette analogie de l'Holocauste animal ». Alors, on trouvera sans doute des antispécistes radicaux qui soutiendraient une telle thèse, mais si l'objectif de l'antispécisme est d'élargir sa sphère d'influence, eh bien, on a de sérieuses raisons de douter qu'il y parvienne ainsi. Une autre forme d'analogie, beaucoup plus efficace parce qu'elle est dénuée de duplicité manipulatrice, est celle que véhicule le mot zoocide proposé par Mathieu Ricard. Quant à l'analogie de l'Holocauste animal, la meilleure solution, à mon avis, pour le bonheur des antispécistes et comme pour la compréhension de ceux qui ne le sont pas, c'est vraiment, définitivement, de s'en débarrasser, ou mieux encore, de l'exterminer. Je choisis ainsi d'employer à mon tour la rhétorique de ses promoteurs, sans autre but, bien sûr, que d'en faire apparaître ironiquement l'inanité. Alors, j'en viens maintenant à la question donc de l'argumentation par analogie vue dans la perspective du champ de l'argumentation. Bon, première question, premier point à établir, qu'est-ce qu'on appelle argumentation? Quel est exactement le champ de l'argumentation?
Alors, je prends ici, pour commencer, une citation, enfin 2 citations d'un ouvrage de référence dont je vais vous reparler tout à l'heure, de Perelman et Olbrecht-Titeka, qui définit l'argumentation de la façon suivante. L'objet de la théorie de l'argumentation est l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment. Donc on a bien, on a ici, si vous voulez, une présentation générale, hein, pour l'instant, de l'objet de la théorie de l'argumentation, comme prenant en considération le rapport entre des thèses présentées par un émetteur, disons, et des esprits, hein, tels que cela apparaît dans cette citation, qui sont en fait définis par un terme technique utilisé par Perelman, qui est celui d'auditoire. Hein. Une argumentation s'adresse à un auditoire. Bien. Plus précisément, et j'ai indiqué cette 2e citation pour faire apparaître le rapport avec, disons, une perspective cognitive sur l'argumentation. Je vous lis aussi cette 2e citation. La théorie de l'argumentation visant, grâce au discours, à obtenir une action efficace sur les esprits aurait pu être traitée comme une branche de la psychologie, hein, puisqu'il s'agit d'une action sur l'esprit d'autrui. En effet, si les arguments ne sont pas contraignants, s'ils ne doivent pas nécessairement convaincre, il faut entendre ici par une sorte de force logique intrinsèque, hein, s'ils ne doivent pas nécessairement convaincre, mais possèdent une certaine force qui peut d'ailleurs varier selon les auditoires, n'est-ce pas à l'effet produit qu'on peut juger celle-ci? L'étude de l'argumentation deviendrait ainsi un des objets de la psychologie expérimentale, où des argumentations variées seraient mises à l'épreuve devant des auditoires variés, suffisamment bien connus pour que l'on puisse, à partir de ces expériences, tirer des conclusions d'une certaine généralité. Mais notre façon de procéder sera différente. Nous chercherons tout d'abord à caractériser les diverses structures argumentatives dont l'analyse doit précéder toute preuve expérimentale à laquelle on voudrait soumettre leur efficacité. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que d'emblée, compte tenu de sa définition générale de la théorie de l'argumentation, Perelman, enfin je vais dire pour simplifier Perelman pour éviter de dire à chaque fois Perelman et Olbrecht-Titeka, donc Perelman, ou le traité de l'argumentation, indique que ce qui est en jeu dans la théorie de l'argumentation, c'est quelque chose qui a à voir avec la psychologie des individus. Donc avec une dimension cognitive. Seulement, d'abord, Perelman, il n'est pas du tout psychologue de formation, c'est pas son métier, donc ça ne l'intéresse pas forcément au premier chef. Mais il estime qu'il y a un travail préparatoire, hein, qui est de caractériser les structures de l'argumentation, hein, les structures argumentatives. Il précise bien, hein, caractériser les structures argumentatives dont l'analyse doit précéder toute épreuve expérimentale. Alors, il exagère un petit peu parce qu'il est clair que sur des arguments relativement faciles à identifier, on pourrait élaborer des protocoles expérimentaux pour vérifier l'efficacité de tel ou tel type d'argument. Hein. Disons que son argument à lui-même, l'argument qu'il utilise est peut-être un peu faible, mais peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est de rendre compte de ce que l'approche, disons, linguistique de l'argumentation, puisque c'est quand même une approche assez globalement linguistique, ce qu'elle apporte comme type de description de l'argumentation.
Mais je ne voudrais pas faire oublier, c'est pour ça que je commence par ce point, qu'il y a bien entendu une démarche cognitive possible sur ce genre de problème, que c'est assez compliqué, hein, puisque quand on a affaire à des groupes en particulier, ça pose toutes sortes de problèmes extrêmement compliqués, mais la psychologie sociale, après tout, développe des méthodes dans ce sens, et disons que c'est un point qui mériterait d'être examiné, en particulier sur la question de l'analogie et de l'argumentation par analogie, mais que je laisse de côté pour l'instant parce qu'on n'a pas tellement de résultats pour l'instant. Il y a très peu de choses qui ont été faites dans ce domaine. Alors, je vous signale que dans les manuels de psychologie, il n'y a pratiquement jamais de chapitre sur l'argumentation. On va trouver des chapitres sur le raisonnement qui sont assez proches de ce qu'on entend par argumentation, mais il est très rare, pour ma part je n'en connais pas, de manuels de psychologie cognitive ou de manuels de psychologie. Alors peut-être dans des manuels de psychologie sociale, il faudrait vérifier, mais dans les manuels de psychologie cognitive, en tout cas, on n'a rien sur l'argumentation à proprement parler. Alors, on peut avoir un premier aperçu de la diversité des approches possibles à partir de ce schéma que propose Plantin, qui donc indique, à partir de la notion d'argumentation, toutes sortes de perspectives envisageables selon que, alors, on voit l'argumentation comme faisant partie d'une activité langagière cognitive, donc langagière, ou bien, et comme une activité de pensée, mais pas particulièrement langagière, donc une activité de raisonnement. Et cette rubrique-là, il la réserve bien sûr aux approches psychologiques du raisonnement. Si on va, et donc il ne la détaille pas du tout, parce que encore une fois, ça n'est pas ce que je dis là pour Plantin, ce que j'ai dit tout à l'heure pour Perelman vaut aussi pour Plantin, ça n'a pas tellement son problème, hein, puisqu'il ne fait pas de la psychologie, il fait de la linguistique. Donc, si on s'oriente du côté de l'activité langagière cognitive, une première bifurcation apparaît ici, selon qu'on s'occupe de généralités relatives à la forme de la langue en général ou à la forme de tout discours, ou bien si on considère une activité langagière localisée, soit dans une activité, donc localisée dans une activité discursive spécifique. Soit discursive monologale, soit discursive dialogale. Alors, qu'est-ce qu'il entend par cette distinction entre une activité discursive monologale et une activité discursive dialogale? Ça n'est pas tout à fait, l'opposition entre le monologue et le dialogue, hein, mais voyez que dans le cas de l'activité langagière discursive monologale, on a deux situations, la situation monologique et la situation dialogique. La situation monologique, elle consiste à examiner le discours dans sa formation argumentative logique, si vous voulez. Ce sont les arguments au sens, par exemple, aristotélicien. Là, disons qu'on est dans une description d'un discours pour lui-même à partir de modèles de type logique. Dans l'activité discursive monologale dite dialogique, Plantin indique qu'il s'intéresse ici à la rhétorique du bien-dire. Donc pourquoi dialogique? Parce que la rhétorique du bien-dire, c'est une rhétorique qui tient compte de la personne à qui on s'adresse, mais qui en tient compte uniquement du point de vue du locuteur, uniquement du point de vue de celui qui produit le discours. Donc on a bien quelque chose qui est dialogique au sens où on a affaire à une rhétorique qui
cherche à tenir compte d'une certaine façon de son destinataire, son auditoire, mais qui n'est pas encore dialogal au sens où, au fond, on a, disons, pas de véritable interaction. On verra qu'il y a un sens plus technique d'interaction, mais dans le cas de l'activité discursive monologale, on a, même dans l'activité discursive monologale dialogique, on n'a pas véritablement d'interaction entre le producteur du discours et celui qui le reçoit. Alors que ce qui va caractériser l'activité langagière discursive dialogale, c'est précisément l'interaction potentielle ou effective avec l'auditoire. Donc, quand on ne prend pas en compte une structure d'échange, on est dans une interaction potentielle, disons, et on a affaire à la rhétorique de la persuasion. Donc, l'exemple que j'ai développé de cet argument par analogie entre typiquement dans ce type de situation, vous voyez, je n'ai pas du tout parlé de, enfin, disons, je n'ai pas du tout parlé des réactions effectives des auditoires. J'ai parlé de la structure de cet argument, comment il pouvait être éventuellement reçu, réfuté. Enfin, je parle bien sûr toujours de cet argument par analogie de l'Holocauste animal. Mais je n'ai pas du tout réfléchi sur l'interaction qui peut faire que on modifie petit à petit l'argument en fonction des réactions de l'auditoire. Vous voyez ? Et c'est là, quand on prend en considération non plus une interaction potentielle, fictive si vous voulez, telle qu'on peut l'imaginer, mais qu'on prend en considération une interaction effective, qu'on entre dans la situation discursive dialogale avec structure d'échange. Alors, là, Plantin distingue deux cas. Le cas de l'interaction, donc qui correspond à ce que je vous ai dit au sujet des allers-retours éventuels dans une argumentation entre le producteur d'un discours, celui qui le reçoit, etc. C'est très souvent comme ça dans l'argumentation ordinaire. Vous modifiez vos arguments au fur et à mesure que vous parlez avec quelqu'un pour essayer de petit à petit faire changer ses positions. Il y a effectivement, et ça a été, si vous voulez, thématisé, c'est une problématique qui a été thématisée assez récemment au fond, il y a une vingtaine d'années, pas plus, cette dimension de l'interaction dans l'argumentation, mais c'est vraiment la réalité ordinaire de l'argumentation. Et puis les logiques dialogales correspondent à d'autres types de phénomènes qui prennent en considération les interactions, mais sur un autre plan, je ne peux pas le développer. Je pense que ici, Plantin fait allusion à des travaux comme ceux de Francis Jacques. Mais bon, je ne vais pas insister parce que on ne va pas travailler sur ces questions-là. Ce schéma vise simplement à vous donner une petite idée de la diversité des voies d'approche possibles de l'argumentation. Maintenant, parlons de la base de l'argumentation dans, disons, sa tradition. Alors, la base de l'argumentation, elle repose sur ce triangle classique que j'ai au fond utilisé depuis la semaine dernière, aujourd'hui encore, mais sans le dire explicitement. Une argumentation, ça suppose trois instances, disons, trois entités. Il y a l'orateur, celui qui parle, qui a une certaine opinion. Il utilise des arguments, d'accord ? Et il utilise des arguments pour un certain auditoire.
donc ceux qui reçoivent l'argument, qui l'entendent, qui l'écoutent, et tout cela dans un certain contexte de réception. Bon, ça, c'est un ajout, si vous voulez, à la triade orateur, argument, auditoire. Alors, cette description est la reformulation d'une autre d'une autre description qui est très classique et qui est due à Aristote, qui est la description elle aussi ternaire du logos, de l'éthos et du pathos. Alors, il faut les deux triangles sont parallèles, mais ils ne sont pas orientés dans le même sens. Hein, vous voyez, l'éthos correspond ici à l'orateur, le logos à l'argument et le pathos à l'auditoire. Donc, je cite là un passage de Perelman. Les propos de l'orateur donnent de lui une image dont l'importance ne doit pas être sous-estimée. Aristote la considérait sous le nom d'éthos oratoire, comme l'une des trois composantes de l'efficacité dans la persuasion. Les deux autres étant le logos et le pathos, l'appel à la raison au moyen d'arguments, et les procédés rhétoriques visant à susciter les passions de l'auditoire. Donc, les deux, si vous voulez, les deux schématisations sont les mêmes avec une autre terminologie. Elles n'insistent pas tout à fait sur sur les mêmes aspects. Vous voyez que ici l'argument est renvoyé du côté du logos, donc avec l'idée qu'il y a, disons, un appel à la raison, donc via le logos. Mais les arguments ne font pas toujours appel à la raison. Hein. Et pourquoi ils ne font pas toujours appel à la raison? Parce que l'auditoire peut être vu sous l'angle du pathos, c'est-à-dire des passions qu'il s'agit de susciter chez lui. Hein. L'auditoire, le but n'est pas seulement de lui faire, pour le dire caricaturalement, entrer des schémas logiques dans la tête, il faut aussi l'émouvoir pour qu'il puisse accepter les arguments. Hein. Donc, ce qui est assez curieux dans ce schéma, c'est que, au fond, bien qu'on indique des flèches ici, il n'y a pas de lien nécessaire entre le logos et le pathos. Hein. Ce sont des composantes qui au fond, se renforcent l'une l'autre dans une bonne argumentation. De même que l'éthos ici, qui, s'il est effectivement en relation avec l'orateur, apporte une dimension à l'argumentation qui joue aussi dans l'aptitude, dans l'efficacité, disons, d'une argumentation pour convaincre quelqu'un. Autrement dit, une argumentation, ce n'est pas seulement un schéma logique, c'est aussi une impression que donne quelqu'un qui parle, l'orateur, et par ailleurs une disponibilité pour les émotions, pour certaines émotions d'un auditoire. Jouer sur le pathos, ça suppose pour un bon orateur d'avoir une connaissance de ce qui émeut généralement l'auditoire, hein, et de jouer là-dessus. Dans le cas de notre affaire d'Holocauste animal, c'est évident. Hein, le jeu sur la polarité du pathos est tellement évidente qu'elle en devient presque inefficace. Hein,
Alors, un premier modèle classique qui est centré vraiment sur le logos, c'est le modèle de Toulmin, qui est avec Perelman. Perelman et Toulmin, à peu près en même temps, hein, sont deux auteurs qui ont été centraux dans les études sur l'argumentation. Alors, ce modèle se présente de la façon suivante. Vous avez ici une donnée. J'ai une garantie. F, un fondement. Ici, Q, c'est en fait une modélisation. R, une réserve. Et C, la conclusion. Ah bah oui, c'est écrit en bas, pardon. Donc, exemple, l'argumentation consistant à dire que Harry étant né aux Bermudes, j'en conclus qu'il est citoyen britannique. Bon, alors, ça va me dire, enfin, ça c'est typique des problématiques de modélisation. Hein. On s'interroge sur des argumentations évidentes pour faire apparaître, disons, un modèle qui a une généralité. Hein. Donc, la donnée, c'est le fait de départ. Harry est né aux Bermudes. Comment on passe de cette donnée à la conclusion? C'est ça le modèle de Toulmin. Hein. Comment on fait pour passer de là à là? Bon, on a une garantie qui est que, en général, quelqu'un qui naît aux Bermudes est sujet britannique. Et donc, vous voyez, c'est une garantie qui est une généralité, hein, en même temps. Donc, le fait qu'Harry soit né aux Bermudes permet, compte tenu de cet énoncé-là, un énoncé générique, hein, quelqu'un qui naît aux Bermudes est généralement un sujet britannique, eh bien, ça permet de dire qu'effectivement Harry est sujet britannique. Mais cette garantie a elle-même un fondement. Hein. La garantie, elle peut avoir elle-même un fondement. Et le fondement, eh bien, ce seront ici, par exemple, des dispositifs légaux. Hein. La loi aux Bermudes qui fait que, je ne sais pas, quand on est aux Bermudes, on devient automatiquement citoyen britannique. Alors, la modélisation, ici, c'est donc s'il n'y a pas du tout de modélisation, vraisemblablement, s'il y a une réserve. Par exemple, si ses deux parents étaient étrangers, s'il est né aux Bermudes et que ses deux parents étaient étrangers, peut-être qu'il n'est pas citoyen britannique en fait. Ou alors, il est peut-être né aux Bermudes, mais il s'est peut-être fait naturaliser américain. Donc en fait, il n'est pas britannique. D'accord ? Donc ça, si vous voulez, c'est évidemment, cette modélisation repose sur des réserves qui sont des exceptions à la généralité exprimée par la garantie préalable, hein, qui est appelée ici loi de passage. Bon, donc c'est un modèle très général qui a été utilisé pendant longtemps. Et voici un exemple que j'ai trouvé chez un historien, vous voyez, où là il n'y a pas le niveau qu'on a vu tout à l'heure de la modélisation, mais donné la France est un État monarchique où le roi a le droit de veto, conclusion, il faut supprimer le veto royal. Garantie, le veto royal contrevient au principe d'égalité et de fraternité et est un outil de mépris du peuple, et le fondement, c'est la philosophie des Lumières. Vous voyez, on peut décrire toutes sortes d'arguments par ce moyen, et disons que là où ce modèle n'est pas qu'une espèce de description inutile, etc., c'est que quand vous faites l'effort pour une argumentation de bien chercher les lois de passage, les fondements des lois de passage, de voir s'il n'y a pas des modélisations, ça vous oblige à trouver dans l'argument des failles possibles, hein, quand même. Et c'est là où ce modèle a une valeur heuristique intéressante. Autre problématique classique dans les théories de l'argumentation, la question des classements des arguments et des grandes familles d'arguments.
Alors, je vous donne un exemple de classement qu'on doit à Philippe Breton, qui est un des spécialistes français bien connus dans ce domaine, hein, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé L'argumentation de la communication. Alors, il distingue donc 4 grandes familles qui se subdivisent chacune en différents types d'arguments. 4 grandes familles, donc les arguments par analogie, les arguments d'autorité, les arguments qui reposent sur la communauté et les arguments de cadrage. Alors, voici comment il les définit en résumé. Les arguments d'autorité. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'argument d'autorité consistant à dire bah oui, je peux utiliser holocauste animal parce que des juifs, etc. l'utilisent, repose sur l'idée que l'opinion qui est proposée est acceptable par l'auditoire parce qu'une autorité la soutient. C'est un cas de délégation du savoir. Donc, l'argument par autorité se subdivise en plusieurs cas. Bon, il peut y avoir l'autorité négative, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement discrédité par principe. Donc, je veux dire, on se sert de l'autorité. Enfin, c'est le contraire d'un argument par autorité. Si un tel utilise cet argument, sachant qu'un tel est fou, eh bien, voilà, c'est ça. Alors, les arguments par autorité, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit rapidement que l'argument d'autorité, c'est une généralisation abusive. Je vous ai bien dit que ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, c'est ce qui se passe dans les procès, par exemple, vous avez besoin de témoignages qui sont les seuls arguments, bon, ils ne sont pas complètement fiables, hein, mais sur lesquels vous pouvez vous fonder pour décrire une réalité ou aller vers une conclusion. Le témoignage est parfois fiable, parfois non, mais ça fait partie de... Je dis cela parce qu'un tel était présent, l'a vu, donc voilà, c'est un argument. L'expérience ou la compétence, bon, inutile de développer, mais vous voyez que dans certains domaines d'expertise, l'argument d'autorité est précieux. Bon. Disons que, au fond, les choses sont un peu plus compliquées quand même, nettement plus compliquées. Le concept d'autorité est assez complexe finalement, mais bon, ça n'est pas ce qui va nous intéresser de plus près, donc je ne vais pas en dire plus sur cette famille d'arguments. Ensuite, il y a les arguments de communauté. Donc, opinion commune, valeur, lieu, donc lieu au sens des lieux communs, hein, les topoi. Donc là, l'idée c'est qu'on va utiliser un argument fondé sur une vérité largement acceptée. Alors évidemment, l'opinion commune ou les valeurs communes sont un point de repère, un point de référence qui existe et qui sont des choses fondatrices des communautés, des sociétés, etc. Mais évidemment, on n'est pas forcément d'accord individuellement avec l'opinion commune ou les valeurs communes. Bon, là vous voyez bien le genre d'argument qu'on peut construire de cette façon. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je n'ai pas réfléchi préalablement à un exemple précis, mais prenons comme opinion commune que les personnes âgées sont sages. Elles ont de l'expérience. Donc, voilà.
si je me fonde sur je peux me fonder sur un argument de ce type pour dire Monsieur X ne dit pas n'importe quoi, il a un certain âge, donc les personnes âgées sont généralement sages, donc ce qu'il dit est fiable. Comme le syllogisme. Oui, ça ressemble un petit peu à cela, mais sauf que là, la base, elle est dans une idée générale acceptée par la communauté. Hein, ça, l'argument de la communauté. Ou une valeur générale. Bon, si, prenons par exemple, tu ne tueras point. Hein, je veux dire, le premier des commandements, tu ne tueras point, est une valeur qu'on peut dire partagée par une communauté. Et ça peut être une raison pour dire qu'il ne faut pas assassiner son voisin, par exemple. Mais il y en a d'autres, bien sûr, des raisons. Mais on peut, voilà. Mais évidemment, dans un contexte de guerre ou je ne sais quoi, cet argument n'aura pas sa valeur ordinaire. Bon, ensuite vous avez les arguments de cadrage, ici, définition, présentation, association, argument quasi-logique, j'y reviendrai tout à l'heure, dissociation, qui sont donc des arguments qui visent à proposer une perspective différente sur un sujet, donc à amplifier certains aspects et à masquer d'autres aspects d'une réalité. Ce qui va nous intéresser le plus, ce sont donc les arguments d'analogie. Et vous voyez que Breton regroupe, et ça on verra que c'est une idée qui est assez largement partagée, regroupe dans la famille des arguments par analogie, à la fois l'argument par analogie à proprement parler, l'exemple, l'exemplum, hein, et la métaphore. Alors c'est cela qu'on va chercher à éclairer, à examiner de plus près. Hein. Donc les arguments d'analogie, les définis de la façon suivante: établissement entre deux zones du réel jusque-là disjointes, une correspondance qui va permettre de transférer à l'une les qualités reconnues à l'autre. L'opinion que l'on veut défendre peut être mise en rapport avec une opinion ou une réalité qui, elle, est déjà admise par l'auditoire. L'analogie est souvent frappante, donc elle favorise l'adhésion. Donc vous voyez que notre exemple de l'Holocauste animal entre bien dans cette définition. Hein. On met en rapport deux choses qui sont disjointes, et cette mise en rapport vise à être frappante, donc favorise l'adhésion. Ça ne marche pas à chaque fois. Alors, juste pour vous donner une comparaison sans du tout développer, vous voyez que Toulmin, dont je vous ai montré tout à l'heure le modèle, et là c'est son ouvrage de référence, lui classe les formes, ce qu'il appelle les formes de raisonnement, mais ça revient à faire une typologie des arguments, de la façon suivante: par analogie, par généralisation, par le signe, par la cause, etc. Hein. Bon, je ne vais pas commenter, c'est simplement pour vous dire que la question de la typologie des arguments, ça reste une question problématique. Hein. Il y a une certaine stabilité pour certains aspects. Hein. Par exemple, dans l'argument par analogie, il y a des choses qui reviennent toujours. Mais quand même, d'un auteur à l'autre, ce qu'on appelle argument X peut varier. Donc, soyez prudents si vous avez à un moment donné dans vos travaux de recherche à réfléchir sur des types d'argumentation, des types d'arguments spécifiques. Vérifiez bien la diversité des définitions, hein, parce qu'il peut y avoir des différences parfois considérables selon les auteurs. En tout cas, les deux auteurs de référence, outre donc cet ouvrage récent de synthèse qui est le meilleur ouvrage qu'on puisse trouver aujourd'hui en français, hein, donc de Plantin,
Les deux ouvrages de référence sont Toulmin et Perelman. Perelman, qui est l'auteur de ce traité de l'argumentation et qui a développé son approche en parlant d'une nouvelle rhétorique. Bien. Alors, je vais dire quelques mots de sa perspective, parce qu'il adopte dès le départ un point de vue assez intéressant sur la question de l'argumentation, qui nous sort un peu du modèle strictement aristotélicien qui a longtemps prévalu. Tout d'abord, il y a clairement un refus du logicisme. Alors, voyez ce qu'il écrit. La logique formelle moderne s'est constituée comme l'étude des moyens de démonstration utilisés dans les sciences mathématiques. Mais il résulte que son domaine est limité, car tout ce qui est ignoré par les mathématiciens est étranger à la logique formelle. Les logiciens se doivent donc de compléter la théorie de la démonstration ainsi obtenue par une théorie de l'argumentation. Donc vous voyez, il y a cette idée que réduire l'argumentation à des schémas logiques revient à laisser de côté une part très importante de ce qui est en jeu dans l'argumentation. Donc, la dimension strictement logique jouera un rôle, mais un rôle qui restera secondaire dans l'approche de Perelman. Deuxième caractéristique, ce qu'il dit de son classement des arguments, ce qu'il appelle la typologie des schèmes ou des techniques argumentatives. Les schèmes que nous cherchons à dégager et que l'on peut aussi considérer comme les lieux de l'argumentation, parce que seul l'accord sur leur valeur peut justifier leur application à des cas particuliers, se caractérisent par des procédés de liaison et de dissociation. Donc, dans sa classification, la première dichotomie, c'est ça, liaison-dissociation. Nous entendons par procédé de liaison des schèmes qui rapprochent des éléments distincts et permettent d'établir entre ces derniers une solidarité visant soit à les structurer, soit à les valoriser positivement ou négativement l'un par l'autre. Donc, schème de liaison. Nous entendons par procédé de dissociation des techniques de rupture ayant pour but de dissocier, de séparer, de désolidariser des éléments considérés comme formant un tout ou du moins un ensemble solidaire au sein d'un même système de pensée. Bon, en réalité, dans l'ouvrage, les procédés de dissociation occupent une place mineure. L'essentiel des techniques argumentatives relève des procédés de liaison. Alors, quels sont ces procédés de liaison? Vous avez d'abord les arguments, enfin trois types donc d'arguments dans les procédés de liaison. Les arguments quasi-logiques, les arguments basés sur la structure du réel et les arguments qui fondent la structure du réel. Alors, je vous ai donné la liste des différents types d'arguments. Donc, contradiction, incompatibilité, identité, définition, règles de justice, réciprocité, etc. On ne va pas les voir tous en détail, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée de là où se situe ce dont on va parler. Des arguments basés sur la structure du réel et des arguments qui fondent la structure du réel. Donc ceux qui vont nous intéresser, ce sont les arguments qui fondent la structure du réel. Mais voyez qu'à l'intérieur de chacun, il y a toutes sortes de rubriques. Alors, jetons tout de même un petit coup d'œil sur les arguments d'abord quasi-logiques. J'ai précisé forme parce que ces arguments quasi-logiques reposent au fond
sur la forme logique de l'argument. Alors, vous voyez ce qu'il écrit. Ces arguments prétendent à une certaine forme de conviction dans la mesure où ils se présentent comme comparables à des raisonnements formels, logiques ou mathématiques. Ils tirent leur force persuasive de leur rapprochement avec ces formes de raisonnement incontestées. Alors, vous voyez, l'idée c'est que il y a une valeur démonstrative intrinsèque dans les raisonnements logiques ou mathématiques. Si vous voulez, un raisonnement logique ou mathématique, on ne peut pas le contester, on est obligé de l'accepter. Et quand on passe du niveau logique ou mathématique au niveau langagier, eh bien, certains arguments s'inspirent du niveau de la conséquence logique pour obtenir des conséquences valides. Alors, un exemple, la réciprocité. La réciprocité, en mathématiques, c'est quelque chose d'aussi simple que si x égale y, y égale x. Voilà. Alors, exemple de Rousseau, ce qu'il est honorable d'apprendre, il est honorable aussi de l'enseigner. D'accord ? Si j'estime que quelque chose que j'apprends est intéressant, et s'il est honorable d'apprendre ce que j'apprends, il est évidemment aussi honorable d'enseigner cette chose que j'estime honorable d'apprendre. Autre exemple, toujours de Rousseau, ce sont des exemples, je pense que j'ai emprunté, je ne me souviens plus précisément, mais je crois qu'ils viennent de Perelman. Point de mère, point d'enfant, entre eux, les devoirs sont réciproques. Et s'ils sont mal remplis d'un côté, ils seront négligés de l'autre. C'est-à-dire, s'il y a une mauvaise mère, il y aura un mauvais enfant. Donc, c'est l'idée que c'est la même idée de réciprocité. Bon. De la même manière, l'argument de transitivité, qui existe en mathématiques, si x est plus grand que y et y est plus grand que z, x est plus grand que z. Bon. Donc, même chose ici, avec un exemple exactement du même ordre. Si Pierre est plus intelligent que Paul et Paul plus intelligent que Jacques, Pierre est plus intelligent que Jacques. Bon, je précise que à chaque fois, ces arguments ont une prétention à la validité, mais cette prétention n'est pas, n'est jamais absolument garantie. Bon, l'argument qui repose sur le rapport entre partie et tout. Donc partie et tout, c'est si quelque chose vaut pour un ensemble, il vaut pour chacune des parties de l'ensemble. Exemple, rien de ce qui n'est pas permis par la loi à toute l'Église ne peut, par aucun droit ecclésiastique, devenir légal pour aucun de ses membres. Donc c'est un exemple de Locke qui revient à dire que si une loi vaut pour tous les membres de l'Église, eh bien, là, en l'occurrence, si une interdiction vaut pour tous les membres de l'Église, aucun membre ne peut s'y soustraire. Alors, il faudrait voir dans quel contexte il a dit ça. Bon, et puis, Permal donne aussi l'exemple de la comparaison, mais là, on peut douter du rattachement avec la forme logique, parce que la comparaison est quand même assez loin d'une opération logique, à mon avis. Donc là, j'ai quelques réserves sur cette intégration de la comparaison aux arguments quasi-logiques. Alors l'exemple qu'il donne est celui de Cicéron. Le crime est le même, ou de voler l'État, ou de faire des largesses contraires à l'intérêt public. Bon. Ici, je pense qu'on pourrait classer ce type d'argument-là du côté justement des arguments liés à la similarité, à l'analogie, etc.
Donc vous voyez que ces arguments quasi-logiques reposent sur la forme logique de l'argument. Ensuite, vous avez les arguments basés sur la structure du réel, donc qui renvoient aux causes par opposition aux raisons. Hein. Les causes, ce sont les causalités qui existent dans la nature, si vous voulez, et les raisons, ce sont les explications qu'on peut donner pour tel ou tel phénomène. Alors, voici comment il les définit, ces arguments basés sur la structure du réel. Alors que les arguments quasi-logiques prétendent à une certaine validité grâce à leur aspect rationnel, qui dérive de leur rapport plus ou moins étroit avec certaines formules logiques ou mathématiques, les arguments fondés sur la structure du réel se servent de celle-ci, donc de la structure du réel, pour établir une solidarité entre des jugements admis et d'autres que l'on cherche à promouvoir. Alors parmi les exemples qu'il donne, parce que en fait dans le livre que je vous synthétise ici, chaque type d'argument donne lieu à de nombreux exemples, qui sont parfois qui ne sont pas tous d'une grande clarté. Bon, j'ai essayé de choisir ceux qui me paraissaient le plus clairs. Alors, un exemple de Bossuet. Alors, il faut se mettre dans une perspective de l'âge classique et de l'image de la religion à l'âge classique, du catholicisme à l'âge classique. Je cite donc l'exemple. Le temple de Dieu chrétien a deux places augustes et vénérables. Je veux dire l'autel et la chaire. Donc, je précise pour les étudiants étrangers, l'autel, c'est l'endroit de l'église où se tient le prêtre et où il réalise les sacrements, enfin, etc. Et la chaire, c'est donc l'endroit à partir duquel il prononce des discours. Donc, dans un cas, il y a une activité pour l'autel qui est de l'ordre du rituel religieux, et dans l'autre, une activité qui est une activité de parole, de prédication. Alors, il y a une très étroite alliance entre ces deux places sacrées. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, la raison pour laquelle il y a un lien avec ce type d'argument, c'est que ça, c'est dans la réalité du christianisme, en fait. Il y a une très étroite alliance entre ces deux places sacrées, et les œuvres qui s'y accomplissent ont un rapport admirable. Donc, la première chose à comprendre ici, c'est que dans le réel considéré ici, le réel de la théologie catholique, eh bien, il y a un lien fondamental, une très étroite alliance, entre l'autel et la chair. C'est à cause de ce rapport admirable entre l'autel et la chair que quelques docteurs anciens n'ont pas craint de prêcher aux fidèles qu'ils doivent approcher de l'un et de l'autre avec une vénération semblable. Celui-là n'est pas moins coupable qui écoute négligemment la sainte parole que celui qui laisse tomber par sa faute le corps même du Fils de Dieu. Donc autrement dit, qui fait tomber l'hostie au moment de la communion. Bon. Donc là, si vous voulez, l'argument, ce que Bossuet cherche à défendre comme idée, c'est qu'il faut respecter les prédicateurs, il faut écouter ce qu'ils disent. Il ne faut pas seulement aller à la messe pour faire la communion et être dans un rapport strictement religieux, émotionnel avec le divin. Il faut aussi faire attention au discours du prédicateur. Et pourquoi ? C'est quoi quel est son argument ? Eh bien, c'est que dans le réel du christianisme, il y a un lien fondamental entre les deux. Alors, un autre argument, un type d'argument qui appartient à cette catégorie, c'est l'argument pragmatique, donc qui se fonde sur les conséquences, favorables ou défavorables, d'un événement. Alors, exemple, encore emprunté à Locke. On ne pourra jamais établir ou sauvegarder ni la paix, ni la sécurité, ni même la simple amitié entre les hommes, aussi longtemps que prévaudra l'opinion que le pouvoir est fondé sur la grâce et que la religion doit être propagée par la force des armes. Donc, ici, l'idée, c'est que
pourquoi, donc cet argument, il vise à dire qu'il ne faut pas propager la religion par la force des armes ou fonder le pouvoir sur la grâce. Pourquoi? Parce que la conséquence, c'est que, dans la réalité, cela nuit à la paix et à la sécurité. Alors maintenant, ce qui nous intéresse au premier chef, ce sont les arguments qui, selon la formule de Perelman, fondent la structure du réel. Donc, les arguments qui fondent la structure du réel, ce sont des arguments basés non plus sur des causes, c'est-à-dire sur la réalité en quelque sorte, mais sur des raisons. Alors, il y a deux grands types d'arguments qui fondent la structure du réel, le fondement par le cas particulier et le raisonnement par analogie. Alors, le raisonnement, je vous les exposerai ensuite d'une manière plus détaillée. Le fondement par le cas particulier, donc là c'est la définition du traité de l'argumentation. C'est, je veux dire, il n'y a rien à expliquer, c'est extrêmement simple, le fondement par le cas particulier. On prend un cas particulier et on s'en sert comme modèle. Exemple, voilà. Pour montrer que Denis conspirait en vue du pouvoir tyrannique lorsqu'il demandait une garde, c'est-à-dire qu'il demandait des hommes pour constituer une petite armée pour lui, enfin une garde. On allègue que Pisistrate, lui aussi, visant à la tyrannie, demanda une garde et qu'après l'avoir obtenue, il devint tyran. Donc un exemple historique ici, qui est utilisé comme justification, si vous voulez, d'une autre situation. Mais vous voyez que ça suppose bien que les deux cas sont vus comme faisant partie de la même catégorie. Bon, ensuite, le raisonnement par analogie, donc dans le traité de l'argumentation, il est défini de la façon suivante, comme similitude de structure dont la forme serait A est à B ce que C est à D. Bon. Et l'exemple, donc ça je n'y insiste pas puisque on en a déjà parlé. De même, donc l'exemple c'est un exemple archi-classique d'Aristote, de même que les yeux des chauves-souris sont éblouis par la lumière du jour, ainsi l'intelligence de notre âme est éblouie par les choses les plus naturellement évidentes. Donc vous avez un élément, le fort, qui est ce que j'ai appelé dans les premiers cours la source de l'analogie, et le thème, qui est donc ce qui, c'est la cible de l'analogie, ce qui est éclairé par l'analogie. Alors là, je vous ai exposé comment l'argument par analogie se situe dans la perspective du traité de l'argumentation de Perelman. Il apparaît comme un sous-cas d'un des trois grands types d'arguments qui appartient lui-même à une première rubrique, les arguments par liaison, par opposition aux arguments par dissociation. D'accord ? Donc l'analogie apparaît comme une toute petite chose à l'intérieur disons une rubrique assez secondaire au fond, dans l'ensemble de la typologie de l'argumentation. Alors voyons maintenant la description que propose Plantin, donc en utilisant une référence plus récente, de l'argumentation par analogie.
Alors, d'abord, dans le chapitre, enfin dans l'entrée qu'il consacre à cette question, Plantin aborde les aspects formels. Les aspects formels de l'analogie, bon, alors évidemment les marques de l'analogie. Très souvent, quand on a des analogies, on a des prédicats comme et comme ressemble à, ou alors des conjonctions de type de même que de même. Et le problème, c'est que, évidemment, dans certains cas, l'analogie n'est pas du tout marquée. Donc on ne peut pas se servir des marqueurs d'analogie pour détecter toutes les analogies. Il y a des analogies qui n'ont pas de marque spécifique. Mais en revanche, en général, quand il y a ce genre de prédicat ou de conjonction, on a très souvent affaire à des structures d'analogie. Et puis, il s'interroge sur les variations de la terminologie et le fait qu'on a des substantifs variés, similitude, ressemblance, analogie, comparaison, etc. Et il propose de faire une sorte de petite analyse lexicale que je ne vous ai pas indiquée ici, mais qui fait apparaître que les deux éléments sémantiques qui sont les plus récurrents dans le discours sur l'analogie, c'est analogie et ressembler. Donc, il en conclut que, enfin, il se sert de cette observation pour considérer que ressembler, c'est au fond le verbe qui correspond au nom analogie. C'est-à-dire que si deux éléments sont analogues, c'est la même chose que de dire qu'ils se ressemblent. D'accord ? Alors évidemment, dans la perspective que je vous propose, ça n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. On a besoin d'une distinction de niveau entre ressembler qui serait du côté de la similarité, des choses qui se ressemblent, et puis le processus qu'est l'analogie. On verra que l'absence de prise en compte de ces deux plans met en porte-à-faux beaucoup de discours, beaucoup d'approches de l'argument par analogie, sous plusieurs aspects. Bon, par ailleurs, outre les aspects formels, Plantin s'intéresse aussi à l'explication des analogies. Alors, la question c'est, d'accord, on a des analogies dans les discours, mais en général, pourquoi des choses sont analogues ? Alors, il y a la première raison, c'est la cohérence de la création divine, dit-il. Alors, il fait allusion, bien sûr, notamment à ce que Foucault écrit dans Les mots et les choses, vous savez, sur les similitudes qui sont caractéristiques de l'épistémé du XVIe siècle. Bon, cette idée, si vous voulez, c'est aussi la théorie des signatures, etc. Ça vous dit quelque chose tout ça ? Bon, pour vous donner un exemple qui me vient à l'esprit là, mais qui est bien plus ancien, puisqu'il date de l'époque romaine, on soignait les yeux bleus, par exemple, à Rome, avec des plantes ou des pierres qui avaient la couleur bleue, en pensant que la similitude faisait que la pierre ou la plante aurait un pouvoir de guérison. Donc, si vous voulez, dans des cosmogonies de ce type-là, l'ensemble des choses créées
sont en relation parce qu'elles ont été créées par un Dieu qui a organisé le monde d'une certaine façon. Bon, je n'insiste pas parce que nous n'en sommes plus là, bien que d'une certaine façon, mais c'est une autre perspective. Dans le monde oriental, dans les philosophies orientales, on a quand même ces relations entre le macrocosme et le microcosme qui restent très très présentes. Vous voyez par exemple les descriptions de l'acupuncture, etc., reproduisent l'ensemble du corps sur une partie de lui-même. Il y a toutes sortes de traditions liées à l'association entre des matériaux, des saisons, passons. Deuxième raison, l'imitation d'un modèle. Bon, bien sûr, si des choses sont analogues, alors au sens de se ressemblent, hein, puisqu'on a vu que pour Plantin, se ressembler et être analogue, c'est la même chose, sauf qu'un est verbe et l'autre est nom. Donc, si B imite A, eh bien, effectivement, B va ressembler à A. Exemple, donc, selon Paul Venn, hein, les analogies entre la Grèce et Rome, c'est parce que Rome a imité les Grecs. On va trouver des analogies entre les fables de La Fontaine et les fables d'Ésope, parce que, bien sûr, il y a une imitation. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Troisième cas, le fait qu'il y ait une cause commune. C'est-à-dire que ici, je pense que la formulation que j'ai indiquée est un peu ambiguë. Une cause commune, ça signifierait que si A et B sont similaires, c'est parce que A et B sont issus d'une même cause, C, mettons. Donc, attendez, je reformule ça, parce que c'est quand même pas... Hein, c'est ça, l'idée d'une cause commune. Alors, l'exemple que je donne, c'est... J'aurais pu prendre n'importe quoi, hein, j'ai pris le premier exemple qui me venait à l'esprit, l'exemple de types d'arbres, de chênes, par exemple, qui se ressemblent, parce que la causalité naturelle qui les a fait apparaître est de même nature. Hein. Ils proviennent du même genre de graines, etc., etc. Alors, ça a l'air tout à fait, comment dire, trivial, ce que j'explique là, mais en réalité, c'est très important parce que cela indique que il y a des analogies dans la nature, enfin, pardon, des similarités dans la nature, hein, qui peuvent du coup produire des analogies. Mais les similarités ne sont pas que des produits de notre esprit. Il y a des similarités ou des analogies au sens où l'entend Plantin qui ne sont pas des analogies de représentation et que j'appelle ici des analogies d'essence, hein, d'essence parce qu'elles sont dans la nature des choses. Et puis, dernier cas qui explique pourquoi des choses peuvent être analogues, eh bien, des choses peuvent être analogues parce qu'elles sont l'œuvre d'un même auteur. Donc voilà, les analogies caractéristiques d'un style entre des films ou des livres d'un même auteur. Monsieur, oui. Cette dernière idée ne rejoint pas l'idée précédente. Eh bien, c'est la différence. Oui, on pourrait. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on pourrait le mettre comme un cas particulier
d'une cause, le fait d'avoir un même auteur. Mais en réalité, dans la cause, on pense plus aux causes naturelles. Et au fond, le lien qui existe entre un auteur et une œuvre n'est pas aussi mécanique que dans une cause naturelle. Donc c'est peut-être pour cette raison que Plantin le classe séparément. Mais bon, vous avez raison, hein, c'est quand même un petit peu du même ordre. Alors, oui, pardon. La cause naturelle, elles sont pas, enfin, la cause commune, elle ressemble aussi un peu à la cohérence de la création divine, si on prend... Oui, oui, c'est vrai. Tout à fait. Sauf que, évidemment, là je comprends bien ce qui a justifié le fait d'isoler le cas de la création divine chez Plantin, c'est que c'est un... comment dire, ça correspond à une épistémée particulière chez Foucault, c'est-à-dire voilà, à un savoir. On a, si vous voulez, la différence quand même si on peut les regrouper d'un certain point de vue, la différence c'est que pour nous aujourd'hui, une analogie fondée sur la cohérence de la création divine n'est pas recevable, alors qu'une analogie fondée sur des causes communes l'est. Et donc, c'est un petit peu la même problématique que ce que vous disiez à propos de l'auteur. C'est-à-dire qu'on a, dans un cas, on est dans la création divine, dans l'autre cas, dans la création humaine, et dans le troisième, dans celui de la causalité par la causalité naturelle. Alors, les formes argumentatives qui exploitent l'analogie pour Plantin, donc vous voyez que ça amène à une autre classification des différents types d'analogies, qui rejoint beaucoup plus la classification de Breton que celle de Perelman, puisque vous voyez qu'on a bien l'exemple qui est à l'intérieur ici de l'analogie catégorielle. Alors que si je reviens en arrière sur Perelman, vous voyez que le raisonnement, le cas de l'exemple, était bien classé dans les arguments qui fondent la structure du réel, mais vraiment distinct du raisonnement par analogie. Enfin, quand je dis vraiment, tout de même distinct du raisonnement par analogie. Donc, chose intéressante, il note qu'avec la causalité et la définition, l'analogie est une des trois ressources argumentatives majeures. Alors, en fait, si on montre que la définition est en fait l'argument par définition est une sous-partie de l'argument par catégorisation, et que la catégorisation ça fait partie de l'analogie, on se retrouve avec deux cas seulement, deux grands types d'arguments: causalité, analogie. Autrement dit, la causalité, c'est une forme d'argumentation qui a à voir avec la contiguïté. La causalité, on peut la décrire comme la contiguïté d'une cause et d'un effet. Une cause produit toujours un effet. Alors que l'analogie est en rapport avec la similarité. Donc on va trouver ici, mais on en reparlera d'une manière approfondie à partir de Jacobson, je vous l'avais déjà dit, cette distinction entre contiguïté et similarité. Alors, les trois formes principales d'analogie correspondent pour Plantin à trois points de vue. Donc, on a
trois cas, l'analogie catégorielle, dans laquelle il met l'exemple, l'analogie de proportion, l'analogie structurelle. Et à l'intérieur de l'analogie structurelle, il met la métaphore. Donc au total, on a cinq cas de figure, 5 types d'arguments ou d'argumentation qui entrent pour Plantin dans le cadre de l'argumentation par analogie. Donc 5 avec 3 grandes catégories et 2 des arguments qui font partie d'une même catégorie. Alors, on va examiner les 5. D'abord l'analogie catégorielle. Donc l'analogie catégorielle, elle s'effectue entre deux êtres ou deux classes qui appartiennent à la même catégorie. Donc, c'est ce qui est à la base de ce qu'on appelle traditionnellement, avec une expression latine, l'argument a pari. Deux formes peuvent être distinguées de cet argument a pari, selon qu'on a affaire à des individus ou à des classes d'individus. Mais en fait, vous verrez, il n'y a pas quand même une différence cruciale entre les deux. Mais... Donc, si la relation porte sur des individus, finalement, l'argumentation a pari relève de la relation d'appartenance. Donc, qui situe un individu dans un ensemble par catégorisation. L'exemple de Harry est britannique parce qu'il est citoyen des Bermudes. Harry vit aux Bermudes, est né aux Bermudes, donc il est citoyen britannique. On a bien ici un argument par inclusion de catégories. Donc vous voyez ce qu'indique Plantin, l'identité catégorielle. Alors ce qu'il appelle identité catégorielle, ça veut dire qu'on a deux éléments qui appartiennent à la même catégorie, tout simplement. C'est donc une identité partielle. Ça ne nous apprend pas grand-chose, puisqu'on sait que les catégories sont fondées sur des relations d'analogie et que les relations d'analogie sont fondées sur des relations de similarité, qui donc sont toujours des relations où il y a de l'identité et de la différence. Bon. Donc, identité partielle compatible avec de grandes différences. C'est pourquoi on dit de deux êtres appartenant à la même catégorie qu'ils sont analogues, similaires ou semblables. Bon. Alors, petite remarque, il peut se trouver que dans certains textes ou dans certaines situations, on ait des catégories ponctuellement utilisées mais qui n'ont pas de valeur générale. C'est ce que Plantin appelle ici l'identité circonstancielle. Donc une identité, c'est un cas où une identité de description va produire une catégorie. Alors il donne l'exemple de Alice et le serpent sont identiques du point de vue de la catégorie être ou long cou qui mange des œufs de pigeon. Bon, là il faut avoir lu Alice au pays des merveilles pour se souvenir de quoi il s'agit. Mais vous voyez que c'est une catégorie complètement ad hoc et en fait qui n'a pas de valeur générale. Donc, d'où l'idée d'identité circonstancielle. Et alors, le cas de l'argumentation par définition, eh bien, il renvoie à la question de la catégorisation. Exemple, il est britannique, donc il doit boire du thé. C'est un peu le même exemple que celui de Harry. L'un parle de meurtre, l'autre d'accident. Donc, vous voyez, il s'est produit un événement, un des débats un événement, quelqu'un est mort. Un des débats au tribunal sera de savoir si il s'agit d'un meurtre ou d'un accident. Bon, vous voyez que c'est bien une question de catégorisation, d'argumentation par définition. Alors
Alors, je laisse de côté la question de la définition persuasive. Et puis, à l'occasion, Perelman indique que, pas Perelman, Plantin indique que quand on refuse une analogie, on parle d'amalgame. Hein. Et là, dans le contexte français, autour des débats sur l'islam, on a beaucoup entendu ce terme d'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les terroristes et les musulmans en général, etc. etc. Donc c'est une analogie refusée. Dans le discours quotidien, c'est pas tout à fait la même chose, mais disons l'amalgame a un sens un peu plus vague, mais peu importe. Alors, maintenant, quand on a affaire non plus à des individus, mais à une catégorie, à des classes d'individus, donc, on a affaire non plus à l'inclusion d'un élément dans un ensemble, mais à des inclusions de classes. Alors, par exemple, donc, si un parricide mérite la mort, il en va de même d'un matricide. Donc, puisque la classe générale du matricide et la classe du parricide, appartiennent au même genre général meurtrier d'un parent. Donc, au fond, bon, on a affaire à des classes au lieu d'avoir affaire à des individus, mais c'est exactement le même mécanisme. Alors, maintenant, deuxième catégorie, l'argumentation par l'exemple. Alors, dans la rhétorique d'Aristote, vous avez une classification tout à fait détaillée des différents types d'exemples en fonction du discours du discours que vous considérez. Donc l'exemple peut être sur des faits antérieurs ou sur des faits inventés, et quand on a affaire à des faits inventés, on a soit affaire à une comparaison, une parabole ou à une fable. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. L'exemple d'une fable, ça pourrait être n'importe laquelle. Hein. Là, j'ai pris le cheval s'étant voulu venger du cerf. Parce qu'elle n'est pas si connue, cette fable de La Fontaine, au fond, et ça nous fait une petite récréation poétique. De tout temps, les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de glands se contentait, ânes, cheval et mules aux forêts habitaient. Et l'on ne voyait point qu'au mon siècle où nous sommes, tant de selles et tant de bas, tant de harnois pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses, comme aussi ne voyait-on pas tant de festins et tant de noces. Or, un cheval eut alors différent, avec un cerf, plein de vitesse, et ne pouvant l'attraper en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos, que le cerf ne fût pris et n'y laissa la vie, et cela fait, le cheval remercie l'homme, son bienfaiteur, disant « Je suis à vous. Adieu, je m'en retourne dans mon séjour sauvage. » Non pas cela, dit l'homme, il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traité, et jusqu'au ventre en la litière. Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté. Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie, mais il n'était plus temps. Déjà, son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut, entraînant son lien. Sage s'il eût remis une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien sans qui les autres ne sont rien. Voilà, donc une petite fable qui vous vise à illustrer le cas de l'exemple fondé sur des faits inventés. Donc vous voyez qu'on a l'exemple d'une situation avec le cerf, le cheval, etc., inventée, fictive. Mais cet exemple qui est décrit par La Fontaine vise à produire une vérité générale. Hein. C'est-à-dire, quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que de l'acheter d'un bien sans qui les autres ne sont rien. D'accord ? Donc,
comment il argumente La Fontaine en faveur, bon, il ne fait pas qu'argumenter en écrivant ce texte, hein, mais si on le regarde sous l'angle de l'argumentation, il argumente par l'exemple. Autre cas, le cas de la parabole, c'est l'exemple que je donne ici, c'est celui d'une discussion sur le tirage au sort des magistrats. Donc, je me souviens plus précisément du contexte, mais imaginez une discussion dans laquelle certains estiment que les magistrats ne doivent pas être nommés par une instance quelconque, mais pour préserver toute manipulation de la justice, etc., doivent être tirés au sort parmi des citoyens. Eh bien, un argument contre cette idée du tirage au sort des magistrats, c'est de dire, est-ce qu'on tire au sort un athlète pour qu'il représente telle ou telle nation, etc., ou est-ce qu'on tire au sort la personne, le matelot qui doit tenir le gouvernail? Non, on prend le meilleur. Bon. Donc, puisqu'on ne prend pas le meilleur, puisqu'on prend le meilleur et on ne tire pas au sort dans ces cas-là, dans le même cas, on va refuser de tirer au sort les magistrats. D'accord ? Donc c'est une parabole qui n'est pas tout à fait du même ordre que la fable, parce que ici il n'y a pas de vérité générale qui en est tirée, comme dans le cas de la fable. Ensuite, vous avez le cas de l'argumentation par l'exemple quelconque, qui est une généralisation à partir d'un seul cas particulier. Bon, ça, c'est très courant dans la vie quotidienne. Vous avez quelqu'un qui va dire oui, les gens qui ont des téléphones portables sont absolument insupportables. L'autre jour, j'étais dans le train, un type parlait très fort, je pouvais pas lire, pas travailler dans le train. Bon, bref. Donc, voilà, l'argumentation par l'exemple quelconque. Vous avez aussi une argumentation par l'exemple générique, qui est assez courant en didactique des mathématiques. Mais je vais passer parce que je vois que le temps passe. Et puis, l'exemplum, un récit qui présente des modèles d'action, par exemple les paraboles du Christ. Et puis là, vous avez deux types d'exemplum, l'exemplum métaphorique et l'exemplum métonymique. Je vais essayer de terminer, il me reste encore deux cas à voir. L'analogie de proportion, donc, qui est l'analogie la plus visiblement classique quand on s'interroge sur le rapport entre analogie et argumentation. Donc l'argumentation du type, vous voyez, A est à B, ce que C est à D. Alors, je vous ai choisi celui-ci que j'aime bien. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. C'est un argument de féministe pour expliquer que, bien sûr, que les femmes peuvent se passer des hommes. Donc, l'analogie est ici sous une forme proportionnelle. Bon, je passe sur les autres exemples que vous pourrez lire en récupérant le PowerPoint. L'analogie que Plantin appelle structurelle, c'est une analogie, donc il appelle aussi isomorphisme, qui se situe entre deux systèmes complexes qui ont la même structure. Donc vous allez voir que ça ressemble beaucoup au mapping qu'on a vu dans les premières séances du séminaire. Alors, on peut distinguer deux situations. Soit on considère que A et B sont analogues, on va les comparer pour déterminer s'ils sont analogues. Alors par exemple, en histoire, on va se demander si est-ce que la crise de 29 a des caractéristiques communes avec celle du Japon dans les années 90 ou avec celle de l'Argentine dans les années 2000, pour savoir comment fonctionnent les crises économiques. Et puis, dans une autre situation que Plantin formule en disant A est analogue à B, on va se servir d'une analogie
entre la crise de 29 et la crise de 2008, ou la crise des années 30 et celle des années 2010, pour, par exemple, prédire une troisième guerre mondiale. Hein, ça s'est fait. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Dans un cas, on effectue... En fait, dans un cas, on décrit des similitudes, et dans l'autre, on fait une analogie. Vous voyez que là encore, quand on utilise analogie dans les deux cas, on confond des choses qui, en réalité, sont tout de même différentes. Il n'y a pas d'analogie ici qui est faite. Il y a des similitudes qui sont établies, et il n'y a pas de processus analogique. On ne pousse pas à l'identification. Alors que là, on pousse à l'identification. Lorsqu'on dit que l'Europe d'aujourd'hui ressemble à l'Europe de la crise de 29. Bref. La modélisation qu'il propose, c'est vraiment du même genre que c'est la modélisation type mapping. Et voilà. Pour le reste, vous pourrez regarder. Dernier type de situation, la métaphore. Alors, dans le cas de la métaphore, qu'il définit à partir de Ricoeur, vous voyez, comme prédication déviante, chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord, hein, il dit la chose suivante: comme l'analogie, la métaphore argumentative transfère le langage du domaine ressource métaphorique vers le domaine problème métaphorisé. Mais alors que l'analogie maintient séparés les deux domaines, cette métaphore pousse à les identifier. Vous voyez que dans la définition qu'il donne de la métaphore, cette métaphore pousse à les identifier. Vous reconnaissez la définition que je donne de l'analogie, hein. Je lis ce petit passage aussi. La force argumentative de la métaphore tient non seulement à ce que, comme l'analogie structurelle, elle introduit un modèle de la situation ciblée, mais en ce qu'elle pousse l'analogie jusqu'à l'identification. C'est en cela qu'elle produit un effet de restructuration du réel. Les êtres mutent de catégorie, et en recatégorisant radicalement les objets, la métaphore permet de leur appliquer tous les traits de la nouvelle catégorie. L'analogie est une invitation à observer le problème à partir de la lunette de la ressource. La métaphorisation permet d'oublier la lunette. Bon. C'est une jolie formule, mais au fond, on peut douter que la différence soit ici. Ce qu'il y a probablement dans la métaphore, mais qu'on verra plus tard, et qui différencie, qui permet de lui donner une caractéristique spécifique parmi l'ensemble des phénomènes, des processus analogiques, parce qu'il y a bien une analogie dans la métaphore, c'est la dimension figurative de la métaphore. Mais pas cette idée qu'il y a une identification, parce que cette identification, elle existe bien dans le cas de l'analogie. Et voyez à quel point, avec ces définitions, on est embarrassé pour classer les phénomènes. Est-ce que vous allez dire que la fameuse analogie de l'Holocauste animal, c'est une analogie ou c'est une métaphore selon la classification de Plantin? Dans la définition de Plantin, on a plutôt l'impression que c'est une métaphore plutôt qu'une analogie. Mais on a bien affaire à une structure d'analogie d'une manière parfaitement claire et évidente. À ce moment-là, l'analogie devient quelque chose d'extrêmement restreint et au fond qui n'a plus grand intérêt. Alors, je vous laisserai lire l'exemple tranquillement. Et je termine par ce petit bilan. Donc,
des différents types d'analogies qu'on a vues, donc l'analogie catégorielle, l'analogie de proportion, analogie structurelle et métaphore. Et ce que je vous ai fait remarquer au fur et à mesure, c'est que, en réalité, tous ces phénomènes-là renvoient à la fonction catégorisatrice de l'analogie. On a vu que l'exemple, c'est au fond argumenté par l'exemple sous prétexte que l'exemple appartient à la même catégorie que la situation examinée. C'est évidemment la fonction catégorisatrice de l'analogie, etc., etc. La différence entre analogie de proportion, analogie structurelle, sur laquelle je suis passé très vite, mais elle revient simplement à distinguer les analogies de forme binaire ou proportionnelle. Et puis, comme je l'ai dit il y a un instant, dans le cas de la métaphore, on sollicite plutôt la fonction figurale de l'analogie. Donc, c'est comme ça que je reprendrai un petit peu l'ensemble de ces phénomènes, qui paraissent tout de même, quand on les examine comme ça, en essayant de vraiment suivre le point de vue des différents auteurs, vous voyez qu'on a quand même une grande confusion dans ces affaires d'arguments par analogie. D'un auteur à l'autre, on ne parle pas du tout de la même chose. La similarité, l'analogie, la ressemblance, tout ça, c'est pareil, la comparaison, tantôt l'exemple en fait partie, n'en fait pas partie. Enfin, il y a quand même une grande confusion qui existe sur cette notion, et je pense que au moyen de cette distinction entre analogie et similarité, on peut y voir un peu plus clair. Bon, j'y reviendrai un petit peu la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur vos travaux, vos mémoires, etc. etc. J'ai encore au moins une demi-heure.